Sur ce qui vient d'être dit, ça me paraît très difficile, puisque ça demanderait des heures de propos et je ne les ai pas. Mais enfin, je peux peut-être si rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur un élément qui me paraît essentiel et ce dualisme qui est évoqué avec ces deux périodes, ces trois périodes, une période où le corps est, comme le disait Platon, le tombeau de l'âme, une période où la péccabilité fait du corps le siège du péché, puis une période moderne où on en fait son inverse, une divinité. Il y a toujours eu des contrepoints possibles à ces propos qui étaient des propos dominants. Platon avait son Diogène qui est venu avec le poulet pour lui signifier que l'homme peut se définir de différentes manières. Ce qui est intéressant d'un point de vue psychanalytique, c'est que l'enfant part de l'inverse. C'est-à-dire que l'expérience première du vivant est une expérience moniste, disait Ferenczi, pas une expérience dualiste. Le tout petit indifférencie le moi du non-moi. Il indifférencie l'autre de soi. Il est dans ce cas-là plus proche de la pensée des Brahmanes. Une pensée moniste. Il y a aussi quelque chose de radicalement instructif à écouter les bébés, c'est qu'ils nous enseignent qu'on appréhende le faire avant d'appréhender son auteur. Le faire de la mère est appréhendé avant la mère. On se trompe quand on parle de la mère en psychanalyse, quand on la vulgarise comme une personne. L'enfant l'appréhende comme un faire avant de l'appréhender comme une personne. C'est-à-dire qu'il y associe tous ceux qui contribuent aux soins qui lui sont prodigués. Le père fait un peu partie de la mère, comme la grand-mère peut faire partie un peu de la mère. La mère, c'est un faire, l'enfant l'appréhende comme tel, puisqu'il n'est pas en mesure d'appréhender le moi, il n'est pas plus en mesure d'appréhender autrui. L'expérience du vivant, du point de vue initial, c'est l'expérience de l'indifférenciation. C'est un acquis très long, c'est un essor très lent qui amène le sujet à se différencier d'autrui, se différencier du monde. C'est dire combien, d'un point de vue des mécanismes inconscients et des points de vue des mécanismes psychiques, la distinction qu'on fait, la rationalisation qu'on opère entre corps et esprit n'est pas fondée dans l'expérience de l'étang. On est ramassé dans son expérience initialement comme on l'est par la suite. Ce qui nous construit comme un autre opposé, un moi opposé à autrui, un corps opposé à l'esprit, c'est une représentation, une intellectualisation ultérieure. Alors le mental, je ne sais pas trop ce que c'est le mental. Le fait mental, c'est pas tout à fait le fait psychique. Le fait psychique, c'est une interaction avec autrui. C'est la manière dont je suis affecté par le monde. Le fait mental supposerait un fait qui préexiste au monde, qui se décrète lui-même. Et ça, c'est une absurdité. On n'est pas autre chose qu'une série d'émotions, de résonance avec son environnement. On n'est pas cause de soi, on ne fabrique pas soi-même son étant. Donc je ne vois pas très bien ce que c'est que le fait mental. Le fait spirituel, c'est très incertain également, non pas qu'il n'y ait pas de fait spirituel, mais selon les spiritualités, on le définit diversement. C'est une manière de raconter, c'est une façon de mettre en récit son rapport à autrui, son rapport à soi, le fait spirituel. Mais c'est un récit qui varie avec les spiritualités. Le fait psychique, c'est les mécanismes par lesquels je m'agrippe à autrui et autrui s'agrippe à moi pour qu'on forme à chacun une dualité à partir de quoi on peut s'opposer en tant que sujet. Donc je réponds un peu à la question, mais c'est dire qu'elle n'a pas trop de pertinence dans ma langue. Alors ça va me permettre de retomber sur les dimensions qui me sont plus habituelles, puisque là j'étais
en interface avec le propos philosophique qui précédait. La maladie, c'est plusieurs choses du point de vue du phénomène psychique. C'est d'abord un traumatisme, c'est-à-dire au sens où, quand l'entendez, une expression qui vous enferme dans quelque chose d'irreprésentable. Il est irreprésentable, non symbolisable pour le sujet, de s'entendre dire qu'il est atteint d'une maladie à risque létal. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de signification. C'est quelque chose qui est énoncé mais qui n'a pas de valeur. C'est une image qui l'assomme sans qu'il puisse y associer une représentation qui lui soit propre. Cet irreprésentable désorganise, déstabilise. C'est l'effet traumatique. Donc on a besoin d'en parler, de beaucoup en parler, mais on en parle comme quelque chose qui nous est étranger. On en parle dans les groupes de parole, par exemple, parce qu'on veut se retrouver dans le regard de l'autre, l'autre le même, l'image du miroir. On en parle toujours et on a l'impression de n'en parler jamais. On a l'impression de ne pas être compris, de ne pas être entendu, parce qu'on ne se comprend plus, on ne s'entend pas. Donc l'effet traumatique isole. L'isolement traumatique entraîne un deuxième effet rapporté au cancer, qui est l'effet de la crainte de ce bouleversement mental, de ce bouleversement dans les mentalisations, dans les idéations, dans l'imaginaire. Ça va tellement vite quand on est atteint de cancer ou d'une maladie. On passe d'un état d'anéantissement à un état d'euphorie, à un état d'espérance totale, une attente messianique, à un état d'abattement aussi radical en l'espace de très peu de temps. Tout d'un coup, ce bouleversement, ce grand chantier qui mue à l'intérieur et qui vous rend fragile, vous essayez d'y opposer des barrières.